France. Je voulais donc noter que ce webinaire fournit aussi une interprétation automatique qui est là pour vous. Vous pouvez l'utiliser. Donc, très clairement, vous pouvez voir les options français ou portugais. Alors, je veux noter que pour les collègues qui suivent en portugais, que nous allons avoir une présentation en français qui n'aura pas de traduction en portugais. Donc, on vous demandera de passer à la traduction anglaise lorsque la présentation française se fait. Autre question pratique avant qu'on commence. Si vous avez des problèmes avec Zoom, utilisez le chat Echo IT et aussi entrez votre nom et votre organisation très clairement lorsque vous vous connectez. Aussi, toutes ces diapos et enregistrements seront partageables sur les emails et ceci donc est enregistré et vous avez donné votre consentement pour l'enregistrement. Merci pour ceci. Également, pour obtenir un certificat de présence, vous devez remplir un petit sondage qui sera offert à la fin de ce webinaire et aussi toutes les informations ont été collectées des formulaires ne seront pas utilisés pour un autre objectif et collectés pour l'objectif de ce webinaire. Donc, avec ceci, je veux vous dire que la raison pour laquelle on est ici, c'est parce qu'on essaye de se rassembler, de s'unir pour assurer donc qu'on peut aborder donc les problèmes, pour avoir donc une plus grande mondialisation des TARV. Et nous savons que 40 des nourrissons exposés au VIH ne reçoivent pas de test VIH dans les 2 premiers mois de leur vie. La moitié donc des 1,8 million d'enfants qui vivent avec le VIH n'ont pas donc de traitement antirétroviral qui puisse vraiment sauver leur vie. Les enfants donc arrivent à une suppression neurologique. Face à cette situation, il faut donc s'unir. Depuis les 2 dernières années, nous avons fait ces pour coordonner et donner le soutien aux pays donc qui ont afin que les traitements puissent être optimaux. Donc, depuis 2018, nous soutenons dans les pays donc qui sont menés par ces projets et pour vraiment répondre aux lignes directives, il y en a 16 pays pour pouvoir avoir ces traitements optimaux. Et ensuite, après ce type de meeting, vous serez nombreux avec à se joindre pour discuter de ceci. Comment donc on peut faire la mise en œuvre de ces décisions? Donc, on discutait de tout ceci et on a l'opportunité d'aborder les défis que vous avez sur le terrain lors de la mise en œuvre de nouvelles politiques. Récemment, on s'est réunis pour réfléchir sur les perturbations dues à la COVID et face à ceci, quels sont les défis que les pays expérimentent et pour pouvoir vraiment soutenir du soutien à ces pays à chaque niveau de pays. Aujourd'hui, on commence une nouvelle phase de collaboration. On a besoin donc de soutien par rapport au travail qui est sur le terrain et nous avons donc une plateforme ECHO qui va donner des opportunités de convenir ensemble, rassemblés par rapport donc aux thérapies qui s'appliquent à la prise en charge des enfants et des adolescents. On aura donc l'opportunité d'avoir des échanges mutuels entre pays et aussi d'adresser donc des considérations qui peuvent affecter votre travail sur le terrain. On sait que le public de ce plateforme s'est élargi pour assurer que vous avez toutes les constitutions et vous êtes vraiment les acteurs clés
pour élargir la prise en charge aux enfants et aux adolescents. Nous avons des représentants du côté technique aussi dans les différents pays, des membres aussi des survies des enfants et aussi des collègues qui sont du réseau PATA. Pour avoir ce webinaire, on voudrait les avoir une fois par mois en fait, au début de chaque mois, la première semaine de chaque mois. L'objectif de ces webinaires, c'est vraiment de donner une plateforme pour des informations, des partages d'informations et une discussion interactive sur le progrès et sur les problématiques pour l'amélioration donc des services de VIH envers les enfants et les adolescents dans les pays de priorité. Donc, c'est pour vraiment partager des solutions, essayer de déclencher une assistance technique avec les différents acteurs au niveau mondial et aussi régional. Comme je l'ai déjà dit, on aura une chance de partager donc une mise à jour mondiale et surtout, nous avons des documents de mise à jour que nous voulons vraiment partager avec vous et décrire avec vous en plus de détails. Aujourd'hui, on va commencer avec ces documents. Le deuxième, vous voyez ici, sur les considérations d'introduction de nouvelles formulations de médicaments antirétrovirales pour les enfants. Aussi, je voulais savoir, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez entendu l'optimisation de traitement, c'est clé pour les programmes de pays. Je voulais réfléchir aussi, qu'est-ce que ça veut dire en fait cette optimisation de traitement? Il faut garder en tête qu'il y a différentes dimensions de optimisation de traitement et toutes celles, on va les aborder pendant notre webinaire aujourd'hui. Il faut commencer le traitement donc avec le bon régime au bon temps, dans la formulation optimale qui est juste et aussi changer aussi si les enfants ont accès à ceci et ensuite faire la transition pour de meilleurs régimes et formulations alors que des régimes améliorés sont disponibles. Et ensuite, changer pour des régimes de deuxième ou de troisième ligne pour les formulations optimales. Et pour tout ceci, c'est pour le bien des individus et des programmes. Et il faut se rappeler donc de quoi on a besoin par rapport à optimisation de traitement. Comme je l'ai déjà dit, nous avons donc différents agendas, ordre du jour qui vont parler de différents aspects, qui vont aider à partager en plus le contenu de ces politiques qui ont été lancées en juillet. Heu, ma, heu ma collègue Salaba et Franck Dulan, de Bureau Afro vont parler de ceci dans le webinaire. Nous allons avoir une petite pause de 10 minutes au milieu et une discussion à la fin qui vont nous aider à s'assurer que ceci est vraiment très interactif pour vous, pour le partage des idées, pour une discussion. Donc, sans plus tarder, j'aimerais donc passer la voix à Salaba qui va donc modérer ce webinaire aujourd'hui. Thank you, Martina. Merci Martina. Bienvenue à tous. Je suis ravie d'être la modératrice de cette session aujourd'hui et ça sera une session de environ 25 minutes et qui va inclure 2 présentations et aussi des sessions. DLA. Alors, je m'appelle Salaba et je suis avec l'OMS Afro Région. Je suis à Ouagadougou et donc je travaille pour la session. Donc, on va voir tout ce qu'on fait pour les régimes, pour les enfants et les adolescents, ce qu'on fait maintenant. Et puis, la prochaine session, c'est le régime des médicaments ARV pour les 2 prochaines années. Je suis ravie d'être partie avec vous et de donner la parole à Nandita pour une présentation de 10 minutes sur ce qu'on fait maintenant par rapport pour les régimes des enfants et des adolescents. Merci beaucoup, Salah. D'accord. Alors, est-ce que je mets les projections des présentations ou est-ce que les diapos sont déjà là? Allez-y, vous pouvez partager les présentations de votre, pour vous.
Vous pouvez le faire. D'accord. Alors, donc, je pense que les questions du sondage ne vont peut-être pas marcher, à moins qu'elles soient déjà introduites. Je vais regarder. Okay, here we go. OK, les voilà. Sorry, apologies. Désolée pour ceci. Alors, eh bien, est-ce qu'on va utiliser l'option de sondage maintenant? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, So I just d'accord. thank you for inviting me to speak. Merci And pour m'avoir invité à parler. Je voudrais parler un petit peu ARV options now. donc des ARV optimales disponibles en ce moment. On a beaucoup travaillé, mais on peut encore plus travailler. Avant de commencer, je voulais avoir un sentiment, une idée de qui est sur le webinar en ce moment et quel genre de problème vous avez. Ma première question que j'aimerais vous poser, c'est dans une semaine typique, à combien d'enfants qui vivent avec le VIH vous prescrivez des ARV? Donc, je crois que j'ai là sur l'écran. Je voulais vous demander aux participants, est-ce que vous pouvez répondre? Et ensuite, dans une minute, on va pouvoir voir les résultats. Ça peut donner une idée de notre public. Donc, est-ce que vous êtes en train d'écrire vos réponses? Donc, dans une semaine typique, à combien d'enfants qui vivent avec le VIH vous prescrivez des ARV, pardon? A, moins de 5 enfants. B, entre 5 et 10 enfants. C, plus de 10 enfants. D, je ne prescris aucun ARV pour les enfants, mais je travaille dans une clinique et avec quelqu'un qui le fait, qui fait les prescriptions. Ou D, je ne suis pas un fournisseur de soins cliniques pour eux. Donc peut-être ensuite on peut partager les résultats? Ah, intéressant. Donc, donc 14 je ne prescris pas, mais quelqu'un d'autre le fait. 53 ne fournit pas donc les soins cliniques pour 53. D'accord, merci. La prochaine question. Pardon. Alors, numéro 2. Question numéro 2. Donc, comment vous devez choisir un ARV de première ligne pédiatrique au niveau des régimes pour prescrire A, selon les directives de l'OMS, B, selon les directives nationales, C, basé sur ce qui est disponible en pharmacie, ou D, selon les besoins individuels de l'enfant. Donc, on demande les opinions. Donc, comment on peut choisir, vous voyez? Donc, s'il vous plaît, vous participants, choisissez la réponse qui vous correspond et ensuite on va partager ensemble les résultats. Est-ce que tout le monde a inscrit sa réponse? Est-ce qu'on peut voir les résultats? D'accord. Alors, la majorité d'entre vous ont dit que ça devrait être selon les directives nationales. Donc, voici ma prochaine question. Comment sélectionner la bonne formulation d'ARV pour prescrire à un patient pédiatrique? Donc, A, selon ce qui est recommandé par les directives OMS, B, selon ce qui est recommandé par le programme national, c'est selon donc le niveau de développement de l'enfant, D, selon ce qui est disponible en pharmacie. Donc, d'après vous, ce qui devrait être fait, pouvez-vous voter, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on peut voir les résultats? Je crois que les personnes sont toujours en train de voter, donc pas de souci, prenez votre temps. Et vous n'êtes pas noté, hein, je dois le dire, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on peut voir les réponses? Voilà. Donc la majorité d'entre vous, selon, ce qui est recommandé par le MOCRAM national. Donc pourquoi j'ai posé ces questions sur la formulation des régimes, c'est parce que nous avons une situation unique avec les pédiatriques. Pour les adultes, peu importe la taille ou leur sexe, eh bien, ils vont prendre le même régime, de TLD et donc on transitionne beaucoup d'adultes et d'adolescents vers le TLD. Mais en fait, on n'a pas vraiment un régime ou un pilule qui puisse donc satisfaire, les besoins de chaque enfant. Donc il faut voir comment on peut faire et parfois, c'est important de se rappeler quand on parle, de ARV pédiatrique, quelle est la différence entre un régime, un ARV et une formulation? Donc tout d'abord, on revient là-dessus, mais vous le savez déjà, un régime, c'est 3 ARV donnés ensemble et ces 3 ARV, ils sont, des médicaments individuels séparés et donc c'est un médicament pour un régime. Et là, ça peut être aussi un ARV qui peut être un médicament dans un régime, mais aussi quand on parle, heu, du, différent comme ARV qui peut être dans différentes formes, le LPVR liquide, aussi en solide, en LPVR pellet ou granulé et aussi en LPVR tablette ou comprimé. Donc vous savez que LPV, liquide ou comprimé et les granulés, c'est assez nouveau, en fait. Donc je voulais partager ceci avec vous. C'était intéressant et toujours, de se rappeler, surtout pas par rapport aux formulations pour enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les régimes pour enfants, les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants maintenant? Eh bien, je vais simplifier en disant «enfant», d'accord? Parce que en fait, si on regarde ce qui est préféré pour les enfants, eh bien, c'est ABC plus 3 TC et DTG2. On sait qu'avec les 3 TC, c'est disponible en tant que formulation qui peut être donnée ou bien une fois ou 2 fois par jour pour tous les enfants selon leur poids. Mais comme vous voyez, alors que le poids s'accrut, alors le nombre de comprimés, augmente aussi et donc maintenant on peut avoir approbation pour, 50-60 milligrammes par, différents kilogrammes et pour les adolations, on peut utiliser les TLD quand, ils sont plus lourds. Donc on peut aller vers donc avoir un DTG 50 milligrammes qui peuvent nous aider pour optimiser, pour les régimes envers les enfants qui ont plus de 20 kilos. Il faut penser ceux qui sont moins de 20 kilos. Donc à ce point-là, ce ne sont pas vraiment, disponibles. Donc quelle est la prochaine option? Et donc on peut utiliser la BC plus 3C plus LPVR. On peut utiliser différentes formulations de la même médicament du même médicament pour donner avec différents dosages selon le poids. Donc, je voudrais, dire, en fait, les pellets ou les granulés sont très nouveaux, mais c'est plus, c'est
mieux, c'est plus facile à administrer et aussi les formulations sont thermostables. Comme vous voyez aussi, ça, ce sont des illustrations. Vous avez déjà vu ceci dans plusieurs matériels. Ce qui est différent, c'est qu'elles ne sont pas données de la même manière d'autres médicaments qui étaient donnés aux enfants dans le passé. Donc, les soignants doivent savoir comment administrer ces nouvelles formulations correctement. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, ça, c'est pour commencer les ARV, mais il faut dire comment on va les faire passer à d'autres régimes, les transitions. Donc, parce qu'il y a beaucoup de régimes que les enfants prennent actuellement en termes de recommandations gouvernementales. On essaye de simplifier. Mais si vous voyez différents programmes, vous voyez qu'il y a beaucoup de régiments utilisés. Donc, il y a des directives claires. Comment faire la transition selon le poids de l'enfant? Donc, bon, pour ceux qui sont en ABC3C LPVR, alors, on peut utiliser ceux qui ont moins de 20 kilos. Eh bien, s'ils sont stables, ils peuvent être transitionnés vers des DTG quand ils arrivent à 20 kilos. Entre 20 et 30 kilos, ils peuvent continuer toujours ABC, 3TC, DTG, mais s'ils sont stables, on peut les faire passer à des TLD alors qu'ils arrivent à 30 kilos. Et plus de 30 kilos, alors, ils peuvent ces ados peuvent être harmonisés avec des adultes. Donc pour le ABC 3-TCE-FV, alors pour ceux, heu, qui font moins de 20, kilogrammes, alors et ils sont stables, alors pas de changement jusqu'à ce qu'ils arrivent à 20 kilos, à moins qu'il y ait un échec de traitement qui se produise. Donc, pourquoi c'est la recommandation? Parce que si vous pensez, sinon comment, les changer? Eh bien, c'est 2 fois par jour. Donc il faut continuer toujours, les 3 TC pour les enfants qui n'ont pas d'échec de traitement. Et donc, si la suppression virale est ici, et la considération de valeur, une fois qu'ils arrivent à 20 kilos, lorsque le DTG peut être utilisé, alors qu'une administration orale soit préservée. Bon, de même pour ceux qui sont en LPV, eh bien, pas de changement jusqu'à ce qu'ils arrivent à 20 kilos. Ils peuvent être transitionnés une fois qu'ils arrivent à 20 kilos. Donc, voici ce qu'on arrive. On peut faire tout ceci et puis on peut essayer, essayer d'avoir une simplification pour ce nous avons pour les enfants. 3 régimes, simples avec différentes formulations comme vous voyez pour la formulation et on peut réfléchir là-dessus de ce dont on a besoin et donc un seul comprimé qu'on peut donner donc horizontalement et il faut se rappeler de ce qu'on a pour l'instant. Et avec ceci, voici des points clés, qu'on utilise les bons régimes, la bonne formulation et qu'on va avoir les recommandations selon le poids et aussi que les pellettes ou les granulés peuvent être utilisés pour les nourrissons, les jeunes enfants à 25 milligrammes et peuvent utiliser pour les enfants qui peuvent avaler les tablettes en entier, s'il vous plaît. C'est très important. Donc, il faut essayer de faire transitionner les enfants par rapport à ce que nous avons maintenant.
Merci infiniment, Salah. Et vous pouvez voir mon écran. Eh bien, merci de m'avoir donné la possibilité de vous parler. Je travaille à Chai et moi-même et Janice Lee, nous sommes très heureuses d'étudier le futur de l'optimisation des traitements pédiatriques. Nous pensons que nous avons un avenir qui est brillant avec de nouveaux produits qui vont arriver sur le marché d'ici la fin 2020, c'est-à-dire DTG 10 mg, tablette dispersable qui est à la gauche et la combinaison ABC 3TC LBV en forme de granulé. Je vais rapidement adresser la question des 10 mg tablette DTG. Ça va permettre la mise en place du régime préféré par l'OMS pour les enfants qui pèsent moins de 20 kg. Et comme je le disais, nous sommes en transition pour les enfants avec le régime qui ont déjà commencé dans beaucoup de pays. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas une formulation disponible pour les plus jeunes enfants. Avec 10 mg per tablette dispersible va changer cela. Nous avons pour les plus jeunes des études d'impact avec la proposition qui serait tolérée et nous avons maintenant une formule convenable qui permettra de travailler avec les enfants qui souffrent de VIH. Information clé du produit, c'est une tablette un comprimé qui est dispersable. Une fois que ça a été dissolu, il a un goût à la crème framboise, fraise, et j'ai pu le goûter. C'est assez agréable et ça peut être également brisé en deux pour donner une dose moindre. Vous pouvez voir une photo du comprimé juste à côté de la pièce de monnaie d'1 euro. Avec DTC, vous pouvez voir ceci requiert une série de tablettes. Lorsque vous arrivez à la barre des 20 kg, bien sûr, il est possible d'utiliser 50 mg au lieu du comprimé dispersible. Et en termes de disponibilité, nous avons deux fournisseurs, Milan et McLeod's, et nous avons la possibilité de recevoir du matériel quatrième trimestre 2020. Le prix estimé est de 4,50 $ par pack. Ce sont des packs de 90 comprimés et on parle d'enfants de 10 à 13, 14 kilos. Le traitement représente à peu près 116 $ par patient par année. Le coût n'est pas une considération principale lorsqu'il s'agit de donner aux enfants le meilleur traitement. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est également une économie par rapport aux autres formules qui sont disponibles pour l'instant. Je voudrais également dire que nous allons préparer du matériel de formation et davantage d'informations par rapport aux produits et la façon de l'utiliser. Je vais passer la parole à Janice à présent. Merci. Merci Caroline. Bonjour, bon après-midi à tous. Je m'appelle Janice Lee et je souhaiterais maintenant vous donner une mise à jour du programme dans le développement des combinaisons avec Cipla, connu comme téléphone 1. Je vais vous donner la description du produit. C'est une combinaison avec des granulés
de ABC, 3TC, LPV. Dans chaque capsule, les granulés sont parfaits, 0,2, 0,5 mm. Parfait pour les enfants. Il s'agit de granules qui ont un goût de fraise et avec un goût très parfumé. Ça peut être donné avec de la nourriture, du porridge, des nourritures écrasées, avec du thé, avec du lait. Le dosage va avec le poids et pareil avec la formule de pastille sachet. ABC3 et TCLPV font partie de la formule et avec une formulation doit être quantifiée et commandée à mesure que les enfants grandissent. La formule dans son poids augmente. Même pour les enfants qui ne peuvent pas avaler des pilules. Merci. La dose a été soumise à la révision de l'USFDA. Pour l'instant, nous pensons une homologation décembre 2020. Ceci dit, dû aux inspections des usines de la FDA qui doivent se produire et avec les restrictions de voyage qui sont causées par le COVID-19, pourrait réellement changer ce plan. La présentation des dossiers a été faite pour les pays suivants: Tanzanie, Ouganda, Kenya, Zambie, Zimbabwe, Mozambique, Rwanda, Malawi et la RDC, où c'est présentement en révision. Il y aura d'autres pays qui vont étudier le prix par pack de 120 capsules, $15 US, qui représente un traitement annuel qui est moindre que les tablettes disponibles. Il y a présentement 2 études en marche pour les enfants infectés de VIH. Pour passer PK et sécurité de 4 ans, la sécurité des enfants en Ouganda arrivera bientôt avec une étude qui vient de commencer en Afrique du Sud. L'aide pour l'administration en français, Keha Swahili, et sera disponible sur notre site DNDI. Merci, Janice. Alors, comme ça a été mentionné, nous sommes très heureux d'avoir ces 2 produits qui vont arriver sur le marché pour donner des options aux enfants. Il s'agit bien sûr de la même population d'enfants, les enfants les plus jeunes. Il y aura différents endroits et programmes de traitement. Comme vous le savez, l'OMS recommande que les produits DTG sont préférés comme traitement, alors qu'une fois que la formulation sera disponible pour les enfants les plus jeunes, LPVR seront une alternative. À cause de ceci, en termes de l'optimisation de la formule pour les enfants, l'objectif principal est de faire en sorte que les DTG 10 mg dispensés soient disponibles autant que possible pour les enfants qui souffrent de VIH pour le donner comme premier traitement de première ligne. Cela n'enlève pas le fait que nous avons maintenant de nouvelles formules avec le LPVR et nous aimerions que ce soit disponible au sens large pour les enfants qui vivent dans d'autres pays, mais comme alternative au traitement de première ligne. Il s'agirait des enfants des plus jeunes qui ne tolèrent pas le DTG pour une raison ou l'autre et qui ne sont pas capables d'avaler des tablettes LPVR. Étant donné que nous avons ces 2 nouveaux produits pédiatriques qui arrivent sur le marché de manière simultanée, nous savons que certains pays doivent réfléchir pour voir qu'est-ce qui doit être adopté et intégré dans les traitements au niveau national. Voyons quelques scénarios ensemble aujourd'hui avec différentes façons d'étudier et d'accepter la procédure, voir quels sont les programmes qui vont être considérés à l'heure de savoir quels sont les produits qui vont être intégrés et comment. Regardons d'abord sur la question de l'homologation légale. Nous avons la sensation que nous allons recevoir l'homologation de l'FDA des États-Unis.
d'ici la fin du 4e trimestre 2020. Une fois que l'homologation sera faite, cela voudra dire que ce sera disponible et il faudra rajouter le temps entre le moment de la commande, la fabrication, l'envoi, etc. Mais techniquement, nous pourrions avoir ces produits dans les pays au début de l'année 2021. En termes de se dire quand est-ce qu'il faut adopter chaque produit, le premier scénario est un de pays qui choisissent de faire une transition simultanée de produits multiples. Ça veut dire d'utiliser des TG comme régime pour les plus jeunes, ainsi que d'amener le produit 4 ans en même temps pour les enfants qui ont besoin d'une alternative pour le DTG. Le deuxième scénario possible, c'est que les pays choisissent de la transition pour DTG comme premier produit de première ligne. Ça veut dire le maintien de formules PBR comme alternative pour les enfants qui en ont besoin et voir ce qui se passe plus tard. Une des raisons pour lesquelles ces pays puissent vouloir choisir limiter l'introduction des produits peut dépendre sur plusieurs facteurs. Par exemple, nous savons qu'il y a un appétit pour la transition de produits dans certains pays. Certains pays pourraient voir une certaine valeur avec les deux produits introduits en même temps parce qu'à ce moment-là, l'information peut être combinée. On peut avoir une façon de procéder plus orientée sur le portefeuille, alors que d'autres pays pourraient penser que c'est plus simple de se concentrer sur une concentration avec les efforts concentrés sur ce produit et amener l'autre produit plus tard pour les enfants qui ont encore besoin d'une formule basée sur LPVR. Un facteur à tenir en compte, c'est la complexité de la transition et savoir s'il y a une préférence pour faire divers produits en une seule fois ou se concentrer sur un produit à la fois. L'autre considération est en fonction du stock disponible et des commandes. Nous savons qu'il y a plusieurs pays qui sont prêts pour la LPVR. Il est possible pour ces pays que ce n'est pas un sens d'avoir une autre formule LPVR jusqu'à ce que certains stocks aient été utilisés. De cette façon-là, les stocks 2 en 1 ont été diminués. Ça voudra dire que ce sera le moment pour les pays d'utiliser le produit. Il y a une question de simplification de traitement qui est utile. Pour rentrer dans davantage de détails dans ces deux scénarios, je pense qu'à la fin de cet appel, les pays pourraient être demandés de se prononcer sur le scénario qui leur semblerait le plus intéressant et acceptable. Dans le premier scénario, il y a une considération pour une transaction qui pourrait être bénéficiaire, ce qui veut dire qu'il faut être sûr que les patients aient accès au régime de première ligne préférée avec l'alternative optimale au même temps le plus vite possible. La combinaison de deux transitions veut dire qu'il peut y avoir une formation et une question d'efficacité pour les deux produits, mais comme je l'ai dit, il faut savoir quelle est la capacité et le désir des pays de gérer la complexité de l'introduction de deux produits pour la même population de manière simultanée et également de pouvoir tenir compte des niveaux de stock qui existent et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage. Pour le deuxième scénario, un des avantages, ça veut dire que vous faites en sorte que les enfants reçoivent un accès rapide au régime préféré de première ligne. Ça peut minimiser la complexité de formation et de transition avec une transition pour l'objectif, la population objectif. Ça donne la possibilité d'utiliser les stocks LPVR 2 en 1, les stocks existants. Et l'autre avantage, c'est qu'une fois que l'on commence véritablement à mettre les choses en route, les enfants les plus jeunes pourront à ce moment-là utiliser le produit et nous comprendrons combien d'enfants restent sur les formules LPVR pour une raison ou pour l'autre et cela permettra une quantification plus facile des besoins des formules LPVR futures comme l'étrangère. Et mentionner aussi que l'LPVR, dans tous les scénarios possibles, il faut que chaque enfant reçoive ou ait accès au traitement le plus optimisé, mais pouvoir utiliser des DTG s'il est
besoin d'avoir une alternative dans les programmes et si c'est même à une introduction ultérieure. Je vais passer la parole à Janice pour finir la présentation. Merci Caroline. Et voilà donc de bonnes nouvelles pour les enfants et les programmes d'avoir 2 formules pédiatriques qui vont combler la brèche qui existe avec 10 mg de produit qui aura réellement une acceptation importante. Les produits basés sur pays seront cependant importants, mais à volume réduit pour l'avenir inclut la formule 4.1 avec des traitements alternatifs importants pour les enfants. Il faut savoir qu'il existe des problèmes de produits à bas volume avec des temps d'attente prolongés, des coûts élevés. Et finalement, l'administration pour les matériels de formation sera disponible sous peu et sera adaptable par pays. Sur ce, nous terminons avec notre présentation. Merci. Merci infiniment, Caroline et Janice, pour cette présentation optimiste pour voir ce qu'il y a sur ce pipeline pour les enfants. Pour des questions de temps, je vois que nous avons atteint le temps pour cette séance, même si nous avons besoin de poser des questions qui se trouvent sur notre section questions. Questions. Nous aurons plus de temps plus tard pour davantage de conversations pour parler de certaines questions qui ont été posées directement. C'est ce que je suggère que nous fassions car il est déjà... Nous sommes à 48 minutes. On a dépassé le temps consacré à cette séance de 3-4 minutes. Est-ce que c'est faisable pour nos présentateurs de regarder le box de questions et répondre aux questions qui sont déjà écrites pour pouvoir y répondre? Et nous aurons une pause de 10 minutes pour revenir après 10 minutes et commencer avec une nouvelle session qui sera passée à mon collègue Franck Loulet. Je vous remercie pour cette session, mais les conversations continueront à la fin. Merci. Nous avons 10 minutes de pause pour cette session. Merci. Jorsala, je peux répondre à certaines des questions qui sont posées là. Alors, est-ce que les pellets sont... les pastilles sont administrées de la même façon? C'est similaire, c'est une capsule qui doit être ouverte et donnée à l'enfant avec la nourriture. La seule différence, c'est que c'est plus petit et le goût est bien meilleur. Et il y a une autre question. Quelqu'un a peut-être déjà répondu à cette question. La question qui se trouve, c'est si on veut prendre une pause de manière à pouvoir répondre aux questions, car il y a des questions qui sont posées en français que je vais essayer de traduire. La question qui nous vient de Richard, c'est quel conseil donnez-vous pour les pays qui ont une politique de dépistage précoce à 4 à 6 semaines. Et pour ce qui est de l'intégration de l'oral pour les nouveau-nés,
de 0 à 28 jours, tout en sachant qu'à ce moment-là, l'enfant ne sera pas encore diagnostiqué. Oui, alors, Salamé peut-être peut répondre ici. La recommandation de l'OMS pour les pays qui sont identifiés serait à 46 semaines. C'est ce que nous recommandons pour les cas où les pastilles ne sont pas prises pour commencer avec le traitement à ce moment-là. Et dans ce cas-là, on commencerait avec le régime et à l'avenir, on pourra prendre le régime base. Nous recommandons un régime seulement pour les nouveau-nés, c'est-à-dire les 4 premières semaines de vie, ce qui veut dire que c'est une option pour les pays qui font ceci, peut-être pas pour les pays avec des enfants après 4 semaines. Bien sûr, le prophylaxis pour les enfants qui sont supposés avoir été exposés au VIH, mais pas encore testés, est approprié. Et nous avons des recommandations pour prophylaxis avec des doses pour des bas risques à infection et la prophylaxis SANS avec AZT+, pour ceux qui sont à plus haut risque d'infection. Et j'ai partagé dans le chat le lien au document qui donne davantage de détails sur tout ceci. Et ce document est disponible en français, en anglais, en portugais. Je suis très heureuse de faire circuler ceci et pour d'autres clarifications, si besoin, et après le webinaire. Merci, Martina. Une autre question. Si un enfant ne peut pas tolérer le DTG tôt, est-ce que DTG peut être retesté plus tard, par exemple, quand ils arrivent à la limite ou la barre des 20? Je dirais que on a vu que c'était un produit qui a été bien toléré et nous attendons les détails de l'essai Odyssée pour voir comment le produit s'est comporté sur un essai plus large. Mais il est connu que c'est bien toléré. En ce sens, dans ces cas-là, ce serait peu commun, mais je dirais que si ça se produit, en fait, nous n'avons pas de preuves à ce sujet maintenant. Ça pourrait être fait dans le contexte de l'optimisation de la gestion clinique plus tard. Et je crois que chaque spécialiste a besoin de tenir compte de cela. La raison est de voir si la situation change avec le temps. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. L'autre question a déjà été répondue. Question, oui, oui, je vois une autre question. Y a-t-il une recommandation de dose NVP pour les enfants qui ont été exposés au VIH, qui ont 12 mois d'âge ou sont plus âgés? Alors, au niveau de la recommandation prophylactique, je suppose que c'est à ça qu'on fait allusion. L'OMS ne recommande pas une prophylaxis prolongée. On n'a pas donné de dose pour cette population spécifique. Nous n'avons donc pas de dosage spécifique. Il y a 1 ou 2 pays potentiellement qui ont testé cette façon de gérer les choses, mais les recommandations de dosage ont été extrapolées d'études disponibles et l'utilisation de l'option A qui était mise en place dans certains pays pour encore une fois dire qu'on n'a pas de recommandation de dosage. L'OMS qui soutient la prophylaxis prolongée, mais nous aurons l'opportunité de réviser ceci en cas de besoin. Très bien. Eh bien, je crois que c'est tout pour notre foire en question.
Je vois ici que nous arrivons à terme de la pause de notre ordre du jour et nous allons voir quelle sera la prochaine séance, prochaine session. Merci, Salah. Il est peut-être l'heure de passer la parole à Franck qui va modérer la suite de ce webinaire. Merci à tous pour cette présentation et la fois aux questions. Merci, chers confrères, et bienvenue à tous les participants. Bienvenue de cette pause. J'aurai la tâche de modérer la deuxième partie de notre session éco. Je m'appelle Franck Lullet. Je travaille ici à Brazzaville, République du Congo, et dans la section de traitement et soins. Nous avons 4 présentations pour cette prochaine heure, avec 2 qui vont nous venir de Judith Edita, avec des expériences de pays Ouganda et Côte d'Ivoire. Pour que les présentateurs sachent, il faut rester dans les marges de temps, de manière à ce qu'il y ait une possibilité de passer à la discussion. Nous avons un nombre important de participants avec un niveau élevé d'enthousiasme. Je vais passer la parole à Judith pour qu'elle commence avec sa présentation. Merci Franck, bienvenue à tous. J'espère que vous pouvez voir mes diapositives. Oui, tout à fait. Oui. Très bien, merci tout le monde. J'espère que mes diapositives vont passer. Je vais parler rapidement de ce qui peut être fait pour optimiser le régime pour les enfants. Pour les enfants qui sont infectés de tuberculose. J'espère que nous savons tous que la tuberculose est une cause importante de mortalité parmi les enfants qui sont infectés de VIH. Et ces enfants qui vivent avec le VIH ont également une infection TB latente ou une maladie TB qui a besoin de l'administration d'ART et de médicaments TB. Comme rappel, lorsque nous faisons un suivi de TB et VIH chez les enfants qui sont infectés, comme réponse de l'ART, il est important de faire un suivi de leur progression clinique avec les indicateurs de laboratoire de symptômes et d'autres questions. Bien sûr, prévention TB, je le mentionnerai tout à l'heure, mais il faut également tenir compte du fait que lorsque l'enfant a un problème, quand il a suivi un traitement de plus de 6 mois et a développé TB, il faut y réfléchir. Avec la provision de l'ART et de l'anti-TB au même temps, donne davantage de défis qui peuvent être toxicité cumulative contre le médicament, interaction entre le médicament, problème avec la pilule et le syndrome de reconstitution inflammatoire immunologique. Il est nécessaire de faire des adaptations pour l'administration du traitement à cause de l'interaction de le médicament ARV avec la rifampicine qui va augmenter l'action de l'ARV. Patients avec des co-infections de TB, VIH devraient commencer avec le traitement TB lorsqu'ils prennent déjà de l'ART pour continuer avec leur ART après avoir fait des adaptations. Mais pour les patients qui sont naïfs à ARV avec des co-infections VIH-TB, devraient commencer immédiatement avec le traitement TB et commencer avec ART. Dès que l'on sait qu'il y a tolérance de médicaments TB, de manière préférable environ les 2 à 8 semaines. Pour passer à l'optimisation de l'ART, comme ça a été mentionné par Nandita, à présent, les règles recommandent que les enfants de moins de 20 kg soient sur du LPVR, qui est de l'ART. Pour ces enfants qui ont le VIH et TB, avec LPVR qui a de ART, idéalement, le LPVR devrait être augmenté pour arriver à un ratio 1-1 entre RPV et ART.
Autrement, il s'agit d'une interaction avec le triple NRT pour le traitement. Et lorsqu'on y arrive, il faut revenir à LPVR avec des doses normales. Pour les enfants qui prennent du ERT, la dose devrait être doublée, que ce soit sur un traitement TB. Pour parler brièvement des boosts, nous parlons d'une augmentation du dose de ritonavir pour obtenir un ratio de 1 à 1 de LPV-RTV pour agir contre les effets sur le métabolisme du LPVR pour mettre la dose thérapeutique correcte. Il faut se souvenir que si ce n'est pas fait correctement, il y a une possibilité d'augmenter la résistance et potentiellement même avec le TG. Nous avons une table ici en dessous. C'est recommandé par l'OMS. Encore une fois, c'est une possibilité de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe avec la complétation du traitement anti-TB. Lorsque l'on parle de cette recommandation, à 30 kg, idéalement, on serait basé sur ART-DTG. On devrait continuer avec le régime, avec une dose augmentée de DBTG, 50 mg, 2 fois par jour, et ceci devrait se concentrer sur le traitement tel qu'il est appuyé par l'essai Odyssey qui fait référence ici. La table ici en dessous est un résumé de recommandations, comme j'ai dit, avec LPVR, DTC, Super Boost pour ceux qui ont 20 à 35 kg, avec un musulman comme Nandita disait, ABC, DTG, la recommandation de leur donner FDC, DTG le matin, et les soirs, on donne l'extra DTG 50 mg, et ceci devrait continuer pour 2 semaines après le traitement TB est complété, et on revient à ABC et 3 TC DTG. Pour plus de 35 kg, nous avons TFC FDC le matin, et le soir 50 mg, et ça commence pour 2 semaines jusqu'à on revient au départ. Et les 2 semaines sont recommandées pour que l'on voit une normalisation après l'arrêt de ceci. Alors maintenant, c'est pour une prévention pour les enfants qui sont positifs et aussi pour les enfants de 1 an, seulement s'ils sont en contact et en relation avec ceci. Donc, c'est INH qui est utilisé, mais maintenant nous avons RH. Mais en général, la recommandation est pour un enfant qui est en RAV, eh bien, idéalement, ça serait idéal pour les 6 mois parce que ceci est minimal au niveau de l'interaction de 6 mois. Pour les 3 HR qui ont besoin de double dose de DTG et pour de boosting de NPVR, eh bien, il faut revenir à 6 ou 9 de INH et il y a moins d'événements indésirables. Il faut donc faire la prévention de tuberculose et pour compléter ceci. En conclusion, je veux dire que la tuberculose chez les enfants est encore trop commune et trop meurtrière. Les cas de TB, de tuberculose et de diagnosis doivent être renforcés. Il est important d'assurer que les dosages pour l'ART et la tuberculose deviennent ou restent optimaux pour de meilleurs résultats. Merci à vous. Allez-y. Première question, donc là où vous travaillez, quel régime est le plus souvent utilisé pour un enfant de moins de 20 kg qui prend à la fois du VIH, un traitement VIH et pour la tuberculose? Donc, vous avez premier ABC 3TC plus LPVR super boosté avec RTV ou bien ABC 3CV plus LPVR sans RTV additionnel ou ABC3CV plus double dose de RAL ou ABC3TC plus EFV ou ABC plus 3TC plus ASC triple nuque. Je vous donne quelques secondes. Une demi-minute. On peut voir les réponses?
Les gens sont toujours en train de donner leur réponse. OK, alors je vous donne une demi-minute encore. Merci. Est-ce qu'on peut voir leur réponse? OK, donc à nouveau, la majorité, ils vont donner un super boosting avec RTV. 32% préfèrent ABC3C plus EFV. Il y en a qui donnent la double dose à 5%. 11% qui vont continuer sans un RTV supplémentaire. On a dit que ça va compromettre le traitement pour l'enfant et 10% qui aiment le triple nuc. D'accord, qui reviennent au triple nuc. Merci pour. Nous allons à la prochaine présentation. Nandita, si vous voulez bien partager votre écran. Merci, Judith. Je voulais juste dire que je parlais vite parce que on est en retard. Je vais parler des formulations et du dosage selon les poids. Avant d'utiliser d'utiliser de différentes formulations selon le poids et aussi quand les enfants arrivent à l'adolescence et aussi arriver vers un régime d'adulte. Alors, pour le régime, optimal de première ligne au niveau des formulations, nous avons ces tableaux. On m'a donné 10 minutes, pour le dosage, mais bon, je vais simplifier tout ceci. Parce que surtout, on parle du poids et on a 3 choix selon les régimes de poids et aussi le niveau de l'enfant et aussi on a des doses simplifiées pour chacun. Donc il y a quelques commentaires dans les questions, je vois, sur, en fait, il faut faire attention à la transition que les enfants peuvent faire pour optimiser donc leur régime et ainsi que leur formulation pour, améliorer, l'observance. Alors, par rapport au dosage, on peut revenir à 2 cas cliniques. Le numéro 1, donc, première question, combien de comprimés est-ce qu'un enfant de 23 kilos, ce qui est sous le ABC3-TC-TDG, doit prendre par jour? Alors, ou bien 1, 2, 3, 4 ou vous ne savez pas? OK. Donc, pour assistance, j'ai mis la table, de dosage là-dessous pour vous donner 1 ou 2 minutes pour essayer de faire vos petits calculs par rapport à ceci et une fois que la plupart d'entre vous auront répondu, est-ce que je voudrais voir les résultats? On peut voir les résultats? Ah, je pense peut-être beaucoup d'entre vous sont toujours en train de répondre. Est-ce que les gens sont toujours en train de répondre? Nous voulons voir les réponses. Ah! D'accord. Donc si vous regardez ceci, comment on regarde ceci? On va de 20 à 24 kilogrammes, et puis on parle de ABC3C et de TTG. Nous avons besoin 4 comprimés. J'espère que vous avez répondu ceci et maintenant on passe au cas clinique numéro 2. Dans celui-là, c'est un enfant de 3 ans sur AZ et 3 TC NVP qui pèse 12 kilogrammes.
Donc, quelle prescription ARV doit être donnée pour cet enfant ensuite? Donc, pensez donc la transition et l'optimisation du régime. Donc, AZT, 3TC, LPVR, il y a des enfants qui restent toujours sur ce régime. Donc, quel serait le régime optimal? Eh bien, pour ce cas, il fait 12 kilos, eh bien, il faut prendre le AZT, 3TC, LPVR. Quand vous écrivez une prescription, vous devez réfléchir à la bonne réponse. Et donc, réfléchissez vous-même. Quelle est la prescription que vous écririez? Est-ce que ça serait AZT, 3C, LPVR ou avec les pellettes OB ou ABC 3TC comprimé 2 fois et LPVR pellé 4 fois, ou bien ABC 3TC 120-60 mg, 2 comprimés par jour et du LPVR à 125 mg de comprimés et un le matin, un le soir, ou bien eux, vous n'êtes pas sûr. Alors, pour Sully, je barrerai Sully dans la plupart des cas. Pour le deuxième, ça pourrait être cohérte, mais on n'a pas écrit la dose pour le nombre de capsules qui doivent être prises ou le nombre de comprimés est assez. Alors, peut-être ça peut être le correct, mais on n'a pas été spécifique à quand ces comprimés doivent être pris ou quand ces pellets peuvent être pris. Pour le D, alors, pour ce c'est 60 mg 2 fois par jour, 2 fois par jour. Oui, ça peut être une fois par jour ou alors 2 fois par jour. Et la question ici, c'est un peu difficile pour celui qui ont choisi D. Moi, je dirais: «Je ne suis pas sûre, en fait». Qu'est-ce qu'il faudrait écrire, plus tard? Parce que c'est un enfant de 3 ans et nous savons que les LPPR sont différentes des autres comprimés qu'on donne pour les enfants et on est très habitué à vraiment, casser ou alors on les laisse mâcher et cetera et donc souvent on fait ceci. Ils sont très habitués à ceci aussi les enfants. Donc ne sait pas qu'est-ce qui sont donc disponibles. C'est différent ceci. Une fois que ces comprimés, ils sont écrasés, cassés ou mâchés ou dissoutes, ils ne marchent pas très bien. Ils ne sont pas très efficaces. Donc attention. Donc ces comprimés doivent être, avalés en entier et il y a la plupart d'entre vous qui travaillez dans des cliniques et vous avez décrit ceci et donc le défi, c'est qu'on oublie de demander en fait, pour s'assurer que les enfants peuvent avaler le comprimé en entier. Donc la question numéro 5 et j'espère que nous l'avons, c'est à quel âge, en fait, un enfant peut avaler un comprimé en entier? À l'âge de 3 ans? A. B, à l'âge de 5 ans? Ou C, vous n'êtes pas sûr? Donc je vous donne 2 minutes. Je suis contente que la question est prête. Et une fois que vous êtes prêts à répondre, nous allons partager les résultats. Est-ce qu'on peut avoir les résultats? Ah, d'accord. 20 environ ont dit à 3 ans, un enfant peut avaler un comprimé entier. 40 environ à l'âge de 5 ans. 39 ne sont pas sûrs. Alors, c'est très intéressant, c'est valable comme réponse. Eh bien, est-ce que vous pouvez apprendre à un enfant comment avaler donc des tablettes entières de LPVR 125 milligrammes? Oui. Est-ce que vous l'avez fait avant? B, non, vous ne l'avez jamais fait. C, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez le faire ou D, oui, vous aimeriez bien savoir comment on pourrait faire parce que ça peut vraiment faciliter la vie. Voilà, ça peut réduire, la charge de la pilule. Donc voici cette question, s'il vous plaît, mettez vos réponses.
est-ce qu'on peut voir les résultats? Ah, alors 40 environ veulent savoir comment on peut le faire parce que ça peut faciliter la vie. D'accord. Donc, je n'ai pas une superbe réponse pour vous parce que je ne suis pas sûre qu'en fait, on a des cartes de conseil qui sont pour, le soutien, pour, que l'enfant apprenne, vous voyez, à avaler les comprimés. C'est du soutien disponible. Donc je veux revenir à ce problème. Rappelez-vous que la formulation, c'est critique lorsque nous sommes en train de prescrire ceci pour des enfants et peut-être que on n'a pas les meilleurs régimes en ce moment, mais on va y arriver. Donc, ce qu'on peut faire, il faut se concentrer sur l'optimisation et travailler avec ce que nous avons. Et avec ceci, je donne la parole au modérateur. Merci, merci Nandita. C'est très intéressant comme session, je trouve. On a beaucoup, beaucoup de participants et, et c'est très pratique, c'est ça que les gens disent. Nous avons des problèmes tous les jours, disent les gens. Donc, je passe la parole à Eleanor. Et on va profiter de son expérience avec les enfants, les pédiatriques dans le pays de l'Ouganda. Vous nous entendez, docteur Eleonore? Voici ses présentations. Merci beaucoup, docteur Lulé. Et puis à l'OMS pour nous donner cette opportunité de partager notre expérience de l'Ouganda. Et je suis docteur Magango et je suis chef personne focale du VIH chez les enfants et les adolescents. Alors voici ma présentation. En fait, ça va nous faire parcourir le contexte, les résultats et je vais partager avec vous donc qu'est-ce qui a été mis en place pour arriver aux résultats que nous avons. Quels sont les facilitateurs, les obstacles et certaines des stratégies qui ont été mises en place contre les obstacles. Donc, on a commencé notre optimisation il y a longtemps, en 2014 pour les enfants. Et là, on a eu des directives de l'OMC pour faire passer les enfants qui prenaient donc AZTC 3C pour les faire passer à ABC 3TC. En 2016, nous avons eu l'introduction à l'opinavir riton par les pellets LPVR, mais en juin 2018, on avait 52,2 d'enfants d'âge entre 3 et 10 ans qui recevaient toujours AZT3TC NVP, mais que ce n'était pas considéré comme le régime le plus optimal pour ces enfants. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant qui est en train de changer? Donc, pour essayer de transitionner vers donc la charge virale qui soit de moins de 1000 copies par ml. Donc, pour l'instant, c'est à partir de juillet 2018 jusqu'à ce jour, ça a été justement de transitionner ceux qui sont sous-pressés à moins de 1000 copies et qui sont de AZT3C vers l'ABC3TC et de les faire bouger de névrapérine ou évapirène vers donc des pellets ou des comprimés ou des ART de première ligne contenant du DTG. Alors, notre processus a été phasé. On est dans la première phase. Ça a commencé en juillet 2019 et la phase actuelle que nous avons est d'optimisation. On a commencé donc à faire la zone 3, 4 et 5 par rapport aux dépôts nationaux. On l'a fait pendant un moment et puis en mai 2020, comme vous voyez, nous avons commencé notre phase 2 pour se concentrer sur les privés et non lucratifs, facilités de santé dans toutes les régions. La phase 3, c'est pour la zone 1, 2 et 3 et nous espérons que d'ici la fin de l'année, on aura optimisé tous nos enfants pour un régime optimal. Donc, ce qui était le plus difficile, c'était la phase de transition, c'était le manque de médicaments, vous voyez, surtout pour les 100 milligrammes.
Qu'est-ce que nous avons fait pour faire face à ce défi? Eh bien, dans ce programme, nous avons, en utilisant les données de notre système de rapport national et aussi notre système de commande ART basé sur le web, on a fait une planification de chaînes d'approvisionnement qui a été fait. On a fait une liste de vérification qui a été utilisée pour identifier les enfants qui étaient éligibles pour l'optimisation dans les installations de la santé. Et ça ça a aidé à tracer les enfants afin qu'ils soient suivis jusqu'à l'optimisation. Aussi, nous avons utilisé des stickers d'optimisation ART et de traçage pour un outil de suivi de liste de lignes. On a fait aussi des formations, beaucoup plus, et des mentorats. Et surtout, on l'a fait par rapport à un projet donc national qui nous soutient avec des coachs qui utilisent donc qui formaient ou qui traînaient et soutenaient les formateurs présents. Les méthodes, on a fait des procédures d'opérations standards et des aides au job qui ont été développées pour soutenir, donc pour comprendre mieux les informations. Également, on a travaillé avec les indicateurs d'optimisation ART sont incorporés dans notre dashboard utilisé, notre tableau de l'évolution de la situation. Aussi, on a eu des meetings de planification nationaux hebdomadaires pour que donc l'optimisation aille de l'avant. On a aussi des meetings d'optimisation hebdomadaires avec les partenaires qui sont impliqués dans la mise en œuvre pour essayer de suivre donc l'évolution au niveau donc de chaque semaine, au niveau hebdomadaire, pour voir combien d'enfants donc sont optimisés par semaine. Et notre plan, c'est que ces meetings vont continuer pour améliorer donc l'optimisation au niveau des indicateurs. Qu'est-ce que nous avons vu par rapport à ce qu'on a mis en place? Comme vous voyez, on a pu voir les nombres d'enfants qui sont sur des INTI qui sont réduits et donc une augmentation des enfants qui vont vers les régimes d'optimisation, surtout pour les 0 à 3 ans, qui sont 19 de nos enfants qui sont optimisés parce qu'il il fallait une fourniture des pellettes. Donc si vous voyez ici, ceci représente la proportion de patients qui sont optimisés. Quand vous voyez les adolescents, eh bien, la courbe descend. Ça, c'est parce que notre programme, quand vous comparez les garçons et les filles, il y a plus de filles dans notre programme et que principalement, euh, il n'y avait pas d'assistance de DTG et ceci a changé quand même parce que nous avons révisé nos directives et ceci est descendu également. Donc, si je peux aller ici, vous voyez, ce tableau montre la proportion d'enfants optimisés et ce que je vois dans la catégorie plus âgée des adolescents, nous avons le plus grand challenge, défi. Nous allons nous concentrer donc là-dessus. Comment donc, est-ce qu'on peut aller plus vite dans cette optimisation des régimes maintenant que nos, directives nous le permettent? Donc, j'ai un template de la présentation maintenant qui peut on peut se focaliser sur les adolescents. Ceci, vous montre ce qui s'est passé pour la phase 1 et 2 de l'optimisation des régimes. Vous voyez que en gros, le nombre d'enfants qui ont été optimisés s'accroît et que ici, on voit à la fois dans la phase 1 et dans la phase 2. Donc, si on va à une combination de phase 1 et phase 2, vous voyez que plus on a optimisé, plus le nombre d'enfants dans les différents groupes d'âge sont descendus. Et vous voyez, ceux qui sont moins de 3 ans, dans la ligne marron, la courbe marron, eh bien, ils ont été optimisés pour la plupart.
Donc, en gros, 64% de nos enfants optimisés en Ouganda reçoivent du DTG ou du LPVR et jusqu'à la fin d'août 2020, on devrait avoir les restes des 16%. Quels ont été nos obstacles et nos stratégies de mitigation? Eh bien, il y avait un stock inadéquat de régime optimal. C'était difficile, mais on a réussi à avoir une approche de phase. On a réussi quand même, donc pour combattre ça, de refaire une redistribution des stocks par partenaires sous-nationaux. Donc, quand on était en bas, on pouvait faire ceci par des districts. On a toujours des problèmes par rapport aux lacunes de connaissances c'est pour ça que nous avons nos meetings hebdomadaires pour avoir du mentorat de routine et du coaching toujours et on va continuer donc de donner les informations qui sont dans le pipeline et comme je l'ai déjà dit, nos SOP, c'est-à-dire les procédures, normales d'opération, sont faites d'une manière beaucoup plus facile à comprendre. Numéro 3, difficulté à cause de la covid, bien sûr, parce que, pour les recharges de médicaments de multi-mois, donc l'ancien régime, ça a été difficile. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé donc, des motos et aussi pour atteindre les gens à la maison et on a continué à, surveiller la liste des lignes, l'utilisation de stickers d'optimisation. Numéro 4, problème des tests, de la charge virale, surtout pendant la covid. Il y a eu des opportunités qui ont été ratées et donc on a essayé donc de donner d'autres mesures comme, du IAC interface et visite à la maison. Donc toujours aller visiter afin que les patients puissent, bénéficier de ceci et surtout pour, les dosages répétitifs. Et aussi, autre problème, une mauvaise administration, des médicaments par les soignants. Donc on a dispensé des messages pour les soignants et on leur a donné des matériels pour que comme ça, ils comprennent qu'il ne faut pas casser, les, comprimés. Pour finir, je voulais vous montrer certaines des innovations qui se passent sur nos facilités, nos installations. Donc des améliorations au niveau national et comme vous voyez au début, c'était les facteurs liés aux soignants. Peut vraiment aborder les problèmes et on peut donc, améliorer la qualité d'une manière continue et vous voyez comment ça peut influencer les progrès. Parce que pour pouvoir bien transitionner au niveau des enfants, l'optimisation, il faut vraiment donner les bons, régiments et bien faire les transitions ou les changements de régiment. On a besoin toujours d'une mise à jour continue, c'est très important. Ceci, c'est une autre diapo qui vous montrait quelles ont été les innovations qui ont été effectuées dans nos régions. Et vous voyez ici, par exemple, avec du conseil sur l'observance basée à la maison, aussi du counseling, des conseils par téléphone et aussi la livraison dans les régions qui sont isolées et comme j'en ai parlé, par moto. Donc, l'obstacle créé pour l'optimisation d'ART pour les enfants, ça a été des stocks inadéquats pour les, médicaments optimaux. Il faut continuer à faire du mentorat avec des procédures standards simplifiées, pour opérationnaliser l'optimisation des traitements et donc c'est beaucoup plus simplifié afin donc que les messages de compréhension soient effectués. Et pour finir, dispenser des messages pour les soignants, c'est très important parce que donc pour donner des messages simples avec des bullet points, c'est très important pour que les programmes et les individus ils comprennent bien les avantages donc des régimes optimaux. Ceci dit, j'aimerais, donc dire merci, à la contribution des acteurs
qui sont impliqués, nous ont aidés à ce partage que j'ai fait aujourd'hui. Et aussi, voici les références, voici aussi mes points de contact. Si vous voulez me contacter par email ou par téléphone ou par Skype. Et pour finir, voici, j'ai cette question pour vous. Dites-moi, partagez avec nous, qu'est-ce que vous prenez de ma présentation et comment vous planifiez d'utiliser ce que vous avez appris à partir de cette présentation que j'ai faite pour améliorer votre programme de pays? Merci, merci, Éléonore. Alors, c'est très, très excellent. Donc, je vois ce on peut va et écouter donc, pour la personne de la Côte d'Ivoire, à vous. Bon, alors, nous allons attendre pour l'équipe de la Côte d'Ivoire de se joindre à nous. On peut peut-être utiliser cette pause pour voir avec toutes les questions qui nous arrivent via le chat. Et nous voudrions faire que ceci soit aussi autant interactif que possible. Et ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous pouvez faire un suivi de l'optimisation pour les enfants et avec les adolescents avec VIH? Sinon, c'est super bon. Ils ont également les inquiétudes pour monothérapie à 20 kg avec DTG qui n'ont pas fonctionné vu le potentiel pour une résistance croisée. Et également, il y a une question ici, est-ce que les DNDI poser un problème à l'heure d'avaler une tablette? Donc, c'est ce que j'ai maintenant et je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions qui nous viennent. On va répondre au fur et à mesure que nous attendons pour nos confrères de la Côte d'Ivoire. Eleanor? Oui, on fait un suivi de l'optimisation avec les informations. Nous avons fait cela avec les différentes présentations pour les enfants. Nous regardons moins de 3 à 10, de 10 à 14, de 15 à 19. Nous avons ces données et nous pouvons faire un suivi et voir ce qu'il se passe avec les franges par dose et par âge. Nous faisons un suivi avec un processus d'optimisation. C'est ainsi que nous pouvons déterminer pour les moins de 3. Nous sommes presque faits avec l'optimisation des enfants. Et en fait, dans certaines régions, c'est déjà arrivé. Il y a également une question qui vient de Shafik. Quels sont les problèmes que vous avez trouvés? Oui, alors on va mettre ensemble toutes les outils ensemble. À la fin de la présentation, vous pourrez voir les possibilités. À la fin,
avec ces conversations, nous pouvons attendre pour le dernier groupe et quand ça se produira, nous serons en position de pouvoir déterminer et répondre à cette question. Merci, merci beaucoup. On a également 2 questions qui sont posées. Ça va faire partie de notre conversation interactive. C'est de savoir quel est le message principal à retenir et également les plans que les pays pourraient avoir sur base de ce qui a été appris encore une fois pour partager avec nos confrères. On a reçu tellement de questions en si peu de temps. Nous allons partager ces diapositives et nous allons véritablement faire ceci une fois qu'on puisse voir que ce qu'il se passe dans un pays se reproduit dans beaucoup d'autres pays. Et pour moi, je pense que c'est un très bon forum pour pouvoir comprendre ce qui se passe. On a vu les innovations qui ont aidé le pays à passer ces temps difficiles et inhabituels. Je pense que ce sont des choses que l'on doit apprendre. Salah, est-ce que l'on a quelque chose de la part de nos confrères de la Côte d'Ivoire? Oui, on a eu une conversation. Je parle avec mes confrères de Côte d'Ivoire pour voir leur présentation. Moi, je peux peut-être répondre à des commentaires. C'est Nandita qui a été posée à Cheva. La question, c'est au sujet de nous montrer comment les tablettes, les comprimés sont pris. Il y a une vidéo en ligne et c'est comme ça que j'ai appris, je l'ai fait aux États-Unis. Mais ce que j'ai vu, ça a été préparé pour certains pays de l'Ouest. On parle de bonbons ou de certains types de nourriture qui ne sont peut-être pas disponibles dans d'autres environnements. Moi, ce que j'ai fait, c'est que l'on a préparé du matériel qui peut être utilisé et le processus, c'est véritablement assurer le fait que d'abord que les enfants ont un niveau où ils puissent apprendre à faire ceci, ce qui demande à un enfant de pouvoir comprendre des instructions simples et faciles et que l'enfant mange et boive normalement. Et je crois que c'est important. Et finalement, une chose qui peut être vérifiée, c'est que l'enfant a un réflexe de renvoi normal, car je crois qu'il s'agit de voir comment on peut demander à l'enfant d'avaler. Mais la technique, je crois qu'il faut faut s'assurer d'avoir choisi l'enfant et le moment correct. On commence avec quelque chose de très petit, qui soit facile à avaler. Et faire en sorte que l'enfant soit à l'aise à l'heure d'avaler les particules. Il faut donc voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles et qui peuvent être utilisées de manière graduelle pour que les enfants apprennent à avaler des comprimés. Et ça prendra du temps. C'est quelque chose qui ne doit pas être fait de manière automatique. Mais on a certains conseils sur la façon dont on peut procéder. Docteur Faciul est là, je crois, pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle fait partie de l'équipe de la Côte d'Ivoire? Allô, Patricia? Allez-y. Alors, merci. Désolé pour le délai. Je pense qu'il y a des difficultés pour pouvoir participer à ce webinaire. Comme la présentation a été préparée. Patricia?
Dr. Fassinou? Euh, Et alors que le confrère se prépare, on va rappeler les participants que bas de l'écran, il y a un icône sur lequel vous pouvez cliquer pour passer à la traduction-interprétation. J'espère que vous avez tous vu cette icône. Allez sur les paramètres pour que ce soit en taille maxi. Là-bas, sur le deuxième. Yeah. Ah, ok. Second option. Deuxième above your option, screen in which the computer is au-dessus de votre écran. Paramètres. C'est ça. Non. Enfin, l'écran, paramètres. Ce qu'ils veulent là, je vois. Quand j'allais regarder en haut Oui. de la présentation, il y a affiché la barre des tâches à paramètres d'affichage. Paramètres d'affichage. Oui. D'affichage. Oui, Cliquez sur just click Cliquez. on Okay. that. Yeah, and the cliquez, first one. voilà. Yeah. Il y a basculé First entre le one, mode yes, présentateur et a dupliqué le diaporama. Second Non, one, second. The basculer, first basculer. one. Basculer. Voilà, cliquez sur basculer. Oui, c'est ça, c'est fait. Thank Ok, you so much, allez-y. ma'am.
Ok, bonjour à tous. OK, 5 minutes. Merci, je commence. Donc, bonjour à tous. Nous allons vous présenter donc la prise en charge, la transition vers le traitement ARV optimaux au niveau de la Côte d'Ivoire. Je suis Dr Kwadialé, donc je suis le chef de service soins et traitement du programme de lutte contre le sida au niveau du ministère de la Santé. Et donc, pour contexte, on rappelle la prévalence au niveau de la Côte d'Ivoire. La prévalence générale, elle est de 2,39 selon les estimations du Spectrum 2020. Nous avons 12 893 décès liés au VIH pour l'année 2019, selon les mêmes estimations, avec donc 50,1 de 0 à 14 ans. La Côte d'Ivoire est l'un des pays donc, les plus touchés par la pandémie du VIH au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et les données au niveau de la cascade en décembre 2019, en fin d'année, pour le premier 90 chez les enfants, nous sommes à 50%, au niveau du deuxième à 50%, et le troisième 90, il est de 60%, mais si nous utilisons comme dénominateur les enfants estimés, nous sommes à 36%. Et donc, en 2019, nous avons initié un processus d'optimisation du traitement chez les enfants. Et donc, ce processus-là a été guidé donc par les recommandations OMS et ça a été un processus inclusif impliquant donc les principaux acteurs de la prise en charge des enfants. Les principales étapes, je continue. Les principales étapes ont été donc de faire une analyse situationnelle de la prise en charge thérapeutique des enfants vivant avec le VIH. Il y a eu également donc, la mise à jour des directives ARV et des modèles de soins différenciés, la quantification des médicaments et autres intrants, le renforcement des capacités des prestataires, l'évaluation continue de la mise en œuvre, ainsi que décliner le processus de façon globale. Mais de façon globale, ce que nous faisons habituellement dans le processus de révision et de la validation des directives, c'est d'abord d'élaborer un dossier technique soumis au cabinet, d'adapter les recommandations OMS au contexte national. Nous faisons un examen des recommandations et des modalités de mise en œuvre au niveau par rapport à notre système de santé. Et ensuite, nous mettons en place un groupe technique de travail regroupant donc des experts et afin d'aider à la mise en œuvre sur le terrain. Nous élaborons ensuite un draft de document de directive. À la suite de ça, les besoins exprimés vont être donc quantifiés en termes de ressources humaines, de chaînes d'approvisionnement, de plateaux techniques. Et nous allons à la validation pour mettre à jour donc les directives et ensuite suivra donc la phase de mise en œuvre opérationnelle. Et cette mise en œuvre comporte donc la diffusion des directives et comme rappelé plus haut, la formation des acteurs, la mise à disposition des médicaments, l'offre de services aux bénéficiaires et les missions de suivi, supervision, coaching. Voici un peu les régimes donc, optimaux donc, définis en Côte d'Ivoire en laissant donc les anciens protocoles moins optimaux. Et donc, les enfants de 3 kg à 5 kg 9 donc, sont essentiellement sous des formulations en régime alternatif. On a l'Abacavir, mais les préférentiels, ce sera dès que les formulations seront disponibles, le DTG, le Lopirito et donc l'Abacavir 3TC. Et donc, dans la combinaison, on aura donc l'Abacavir, le 3TC et le Dolutegravir ou le Lopirito. Et le Lopirito restera en alternative une fois que nous avons le DTG en première ligne dans la combinaison. C'est un peu la même chose. Donc, à partir des enfants de 20 kg de poids et surtout à 35 kg, nous allons dans la combinaison de première ligne mettre l'Abacavir 3TC DTG chez les enfants de 20 kg à 34 kg 9 et ceux ayant plus de 35 kg et plus, mais ayant 12 ans, nous mettons le TDF 3TC dolutegravir. Donc, ici, nous avons parlé des formulations des molécules dans la colonne de droite. En termes de principaux défis et de solutions, il faut dire que les défis que nous avons, ça a été le défi de renforcement des connaissances des intervenants. Ils sont donc des agents de santé, des acteurs communautaires et les parents sur les nouvelles directives dans le cadre de l'optimisation du traitement ARV. Et ce que nous avons proposé comme solution était les orientations des agents de santé
communautaire par des visioconférences dans le contexte de la COVID. Il y a eu le coaching des acteurs également par site. Il y a eu le développement et la mise à jour des documents normatifs et d'aide à la prescription, soit par vidéo. Et on a montré aussi donc, les méthodes d'administration du lopirito, les formes granulées. Et il y a eu également des aides mémoire, des guides pour la prescription pour les enfants et les adolescents. En termes d'efficacité, le défi de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement a garanti donc la disponibilité et l'utilisation continue des ARV parce que nous avions eu des questions de rupture intermittente lors de l'optimisation. Et donc, il y a eu le processus de quantification avec des formulations ARV qui ont été quantifiées pour prendre en compte les besoins identifiés dans le cadre donc, de ce processus, la mise à jour des listes des médicaments essentiels, l'ajustement de la quantité donc également des médicaments pour soutenir les nouvelles directives. Et nous faisons un suivi continu des stocks au niveau central. Ce suivi nous permet de voir la situation en périphérie des stocks. Et les prochaines étapes, ce que nous envisageons, c'est de poursuivre et renforcer la collaboration entre le ministère, surtout avec les différents partenaires donc techniques et financiers, pour avoir une interaction en temps réel avec surtout le groupe technique, au sein duquel toutes les parties prenantes sont présentes au niveau du groupe technique de prise en charge pédiatrique, qui est donc un excellent cadre pour adresser donc les questions relatives aux enfants et aux adolescents. Nous envisageons donc accroître de 49% en juin 2020 à 85% en décembre 2021 le pourcentage d'enfants sous ARV bénéficiant des régimes optimaux. Nous envisageons garantir la disponibilité continue en quantité suffisante des formulations optimales d'ARV, également favoriser l'utilisation rapide donc des nouvelles formulations d'ARV pour les enfants, surtout le DTG 10 mg et le lopirito 4 en 1. Nous envisageons également de renforcer les modèles de soins différenciés utilisés, surtout adresser la question des enfants de moins de 5 ans, tenant compte du fait que cela dépend des parents et qu'il faut pouvoir aligner donc autant que faire se peut les rendez-vous des parents et ces enfants-là qui n'étaient pas donc dans nos modèles de soins différenciés que nous avions initialement. Et donc, ici, il faut dire que la qualité des traitements, la suppression virale, la rétention dans les soins, donc restent les objectifs clés pour les enfants vivant à le VIH en Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Allô? Yes, thank you very much. Oui, merci infiniment à tous les présentateurs et en particulier nos confrères du ministère de la Santé Côte d'Ivoire. Nous apprécions son apport. Nous voudrions bien sûr voir s'il y a des questions pour la Côte d'Ivoire. Si c'est le cas, écrivez-les dans le chat box ou dans la foire questions et QA pour que nous puissions prendre note. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps pour la conversation, mais nous aimerions malgré tout utiliser 5 minutes pour voir s'il y a des commentaires finaux ou des questions que notre participant souhaiterait partager avec tout le monde. Utilisez le chat box ou le QA, la section foire aux questions. Nous avons répondu aux questions tant que se peut. S'il y a des questions qui sont encore sans réponse, rappelez-le nous. Nous pensons que l'expérience de l'Ouganda et de la Côte d'Ivoire nous ont donné une prise de conscience par rapport à ce qui peut être accompli, mais également comme défis à prendre en compte, qui sont les défis que vous avez à relever sur le terrain. Nous voudrions continuer à utiliser ces plateformes pour faire en sorte que les bonnes pratiques et certaines leçons apprises, retenues des expériences au niveau des pays puissent être partagées autant que possible. Nous continuerons donc à faire ceci lors des prochains webinaires. Et il est clair que nous partagerons les présentations
Il y a une question, me semble-t-il, spécifiquement pour nos confrères qui sont en Côte d'Ivoire par rapport au traitement qui est administré aux enfants qui sont à moins de 20 kg. Est-ce que c'est bien comme ça si je dis que le pays recommande la formulation Ritonavir? Je crois que c'est ça qui a été posé comme question, mais vous trouverez ça dans les diapositives. Si vous avez des commentaires additionnels ou des observations, docteur Fassino a confirmé cela, merci. Je ne vois pas d'autres questions dans la foire aux questions, non plus dans le chat box. Ce que je peux peut-être faire, c'est de passer aux remarques finales pour aujourd'hui. Je pense que nous avons entendu des tas d'informations qui, nous l'espérons, seront de grande utilité pour ceux qui étaient branchés en ligne aujourd'hui. Nous comprenons que certains de ces aspects puissent demander un suivi et puissent demander des conversations supplémentaires et conversations supplémentaires. Nous sommes disposés à venir à parler de ce sujet si vous pensez que ça puisse être d'utilité. Mais je crois que ce que nous avons entendu est un objectif partagé qui est celui de faire en sorte que les enfants ne soient pas abandonnés et que nous n'accepterions pas des soins de moindre qualité pour les enfants. Et les pays ont véritablement ressenti nos efforts sur le terrain pour que ceci soit une réalité. Comme vous le savez, il n'y a pas de nouvelles recommandations qui soient nécessaires pour que ceci soit une réalité. Tout se trouve dans les règles d'orientation de l'OMS et ce qu'il nous faut maintenant, c'est la mise en place. Nous savons qu'il y a des défis, mais ces défis sont également des opportunités. Nous savons que COVID a eu un impact sur certaines de ces politiques et transitions. Et nous savons également que certains d'entre vous ont identifié des solutions qui les ont aidés à faire en sorte que les traitements pour les enfants soient optimisés. Ici, ce sont les messages essentiels que vous avez déjà entendus dans le webinaire qui sont dans les documents de politique que nous voulions présenter en faisant en sorte que nous transitionnons de régime RTI aussi vite que possible, mais vérifier si DTC est vu comme le régime préféré pour la première ligne à travers tous les segments d'âge. Avec l'approbation du nouveau document, ce sera possible pour les plus jeunes enfants. C'est également vrai pour la deuxième ligne à travers tous les âges, et encore en faisant en sorte que nous n'oublions pas la deuxième ligne. Et alors que nous attendons pour les comprimés de 10 mg qui soient disponibles dans les différents pays, nous devons faire en sorte que les formulations soient utilisées et soient promues de manière efficace. Finalement, le point le plus important, c'est que 2021 va nous permettre de mettre en place les recommandations de l'OMS pour les enfants et ce qui doit être fait, c'est une planification à l'avance. C'est vrai qu'il y a eu des retards qui se sont présentés dans le passé, mais ça ne doit pas être de la même façon. Il y a énormément de travail qui se produit parmi tous les différentes parties intéressées, le ministère de la Santé, les représentants, pour avoir des plans pour accélérer l'introduction d'une nouvelle formule qui vous a été présentée. Il est important de savoir que ces plans ne ralentissent pas vos efforts présents pour optimiser les traitements. Et il faut aussi dire qu'il est très clair que les régimes sont préférés alors que vous pensez au plan de direction. DTG est préféré. Il faut penser que ces plans parlent de l'optimisation et la disponibilité de la formule qui est disponible à l'heure présente, alors que vous présentez le suivi de la toxicité est également considéré de manière proactive comme étant une bonne pratique pour faire en sorte que ces nouveaux régimes et nouvelles formules soient suivis et introduits de manière sûre.
Les plans de transition seront différents selon les pays, mais il est important de dire que ces plans sont développés en accord avec les disponibilités dans les pays, de faire en sorte que les pays soient en rapport avec votre contexte présent. Je veux que vous sachiez que beaucoup d'informations que nous avons partagées dans ce webinaire est disponible dans le trousseau de travail gratuit AIDS. Beaucoup de ces documents ont déjà été traduits. Ce qui a été présenté aujourd'hui est en train de se traduire au français et est disponible en anglais. Pour rappel, nous avons des webinaires à venir. Au mois de novembre, nous nous concentrerons en particulier sur l'aide pour les enfants et adolescents qui ont la maladie du VIH en état avancé. Et au mois de décembre, on parlera du soin plus inclusif pour les enfants et les adolescents, y compris la gestion et les premières phases d'un développement. Nous sommes très intéressés à ce que ce webinaire continue. Si vous avez des commentaires en rapport avec ce que vous souhaiteriez qu'il soit discuté, vos suggestions seront les bienvenues. Et pour terminer, comme ça a été mentionné au départ, vous pourrez recevoir un certificat de participation à ce webinaire après avoir rempli un questionnaire qui sera envoyé. Il sera disponible pour un certain nombre de temps, Ayez l'amabilité de bien remplir votre questionnaire pour avoir votre certificat de participation. L'enregistrement ainsi que les diapositives seront disponibles. Vous pourrez y avoir accès et prenez la liberté d'écouter ce webinaire encore une fois si vous le souhaitez. Encore une fois, merci à tous les présentateurs qui ont participé avec l'OMS, qui travaillent de manière très efficace dans l'appui de pays pour optimiser les régimes dans l'ensemble. Et pour terminer, mes confrères, bien sûr, de Dr Salaba et Franck Roulet, qui ont aidé à faire accomplir un boulot incroyable dans la région. Je voudrais vous remercier pour votre participation et votre contribution à ce webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Martina. Merci à tous. Merci à tout le monde. OK, merci.